Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Et accrochez-vous car l'affaire d'aujourd'hui est un véritable roller coaster d'émotions. D'après moi, ça va être une affaire plutôt longue, donc je pense qu'on va être ensemble pendant un certain moment. Mais avant que je ne vous en dise plus sur notre affaire du jour, je tiens à prendre quelques petites secondes pour vous parler de notre sponsor qui n'est autre que Ipsos IC. Ipsos IC est une compagnie qui se spécialise dans les sondages en ligne. Il s'agit là d'un site entièrement sûr qui existe depuis de nombreuses années déjà et qui vous permet donc de prendre part dans des recherches et ce en répondant tout simplement à des sondages en ligne. Et là où ça devient intéressant pour vous, c'est qu'à chaque sondage auquel vous répondez, vous allez gagner des points que vous allez par la suite pouvoir échanger contre de l'argent, que vous allez à nouveau pouvoir échanger contre de très nombreuses cartes cadeaux. Leur éventail de cartes cadeaux est plutôt large et croyez-moi, depuis la sortie du Pumpkin Spice Latte au Starbucks, je suis actuellement en train de me ruiner tous les jours en café, donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir échanger mes points pour pouvoir avoir une carte cadeau de chez Starbucks et pour pouvoir assouvir mes envies d'épices d'automne. Ipsos IC est un site particulièrement facile d'utilisation et extrêmement clair. Il est aussi 100% transparent sur la façon dont vos réponses aux sondages vont être utilisées. Et les sondages sont justement extrêmement rapides, ce qui vous permet donc d'y répondre à n'importe quel moment de votre journée. Que ce soit dans les transports en commun ou encore durant votre pause déjeuner ou peut-être même juste avant d'aller vous coucher. C'est donc à votre tour de découvrir Ipsos IC et de répondre aux sondages, car sachez que chaque avis compte et que votre opinion peut faire toute la différence. Cliquez sur le lien en description pour en découvrir plus sur Ipsos IC et pour commencer à votre tour à accumuler vos points. Merci énormément à Ipsos IC d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, place à notre affaire. Vous allez maintenant pouvoir vous installer bien confortablement car on va commencer. Durant le mois d'octobre de l'année 1995, Sheila Ann Van Wees et son époux James L. Mack donnent naissance à leur petite dernière, une petite fille qu'ils nomment Lois Heather Mack. Heather grandit dans la ville de Chicago qui est située dans l'Illinois aux États-Unis et grandit au sein d'un foyer aimant et surtout au sein d'une très grande famille car elle n'a pas moins de 5 frères et sœurs. Elle est cependant la seule et unique fille de James et de Sheila, car leurs autres enfants sont nés du précédent mariage de James et ont donc une mère différente. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire de la famille Mack, c'est qu'ils vivent une vie plutôt aisée. James Mack a plus d'une corde à son arc et est une personnalité très connue dans l'industrie de la musique, et ce car il est un très grand musicien, compositeur et producteur, ayant travaillé aux côtés de très grands artistes de jazz, et qui a en plus de cela, durant plus de 30 ans, travaillé en tant que président du département de musique de la très grande école Harold Washington College. La femme de James, Sheila, est de son côté professeure de sciences politiques dans un lycée et est une véritable meneuse dans sa communauté. Elle est très investie dans énormément de projets et adore essayer de faire bouger les choses. Après de longues années en tant que professeure, elle va finalement changer de carrière et travailler aux côtés du sénateur américain Ted Kennedy. Sheila a rêvé sa vie entière de devenir un jour mère et son souhait a donc été réalisé lorsqu'ils ont accueilli la petite Heather. Même si elle était déjà une figure maternelle pour les enfants de James, c'est vraiment la naissance de Heather qui va faire naître son instinct maternel. Et aussi bien Sheila que James vont faire tout leur possible pour offrir la meilleure vie possible à leur petite dernière. D'après eux, cela passe notamment par l'éducation et ils tentent de faire découvrir toutes sortes de formes d'art différentes à leur fille. Et ce, en lui offrant par exemple des cours de musique, en l'emmenant très régulièrement au musée, au cinéma ou encore à la bibliothèque. Et même si Heather reçoit la même dose d'amour de son père et de sa mère, elle a toujours été beaucoup plus proche de son père. La relation entre Heather et Sheila est plutôt compliquée, on peut le dire.
Heather montre un comportement beaucoup plus froid et agressif lorsqu'elle est avec sa mère, alors que James de son côté n'a que les meilleurs aspects de sa fille. Étant la petite dernière, Heather est choyée aussi bien par ses parents que par ses frères et sœurs d'ailleurs, car certains sont beaucoup plus âgés qu'elle et prennent vraiment à cœur leur rôle d'aînée. Heather Mack grandit dans un environnement où tout lui est dû et où peu importe ce qu'elle va demander à ses parents, elle sait pertinemment que ces derniers vont se démener pour lui obtenir. On peut clairement dire qu'elle était traitée comme une véritable petite princesse. La famille vit dans une banlieue plutôt prisée de Chicago, connue sous le nom de Oak Park, dans une immense maison dans laquelle le couple accueille très régulièrement des personnes plutôt prisées et célèbres, que ce soit des musiciens, des politiciens ou encore des écrivains. Et lorsqu'ils ne se trouvent pas à la maison, la famille Mack voyage à travers le monde dès qu'ils en ont l'occasion, visitant ainsi les plus beaux pays du monde et séjournant dans les hôtels les plus somptueux. Et c'est ainsi que durant l'année 2001, Heather et ses parents embarquent à bord d'une croisière sur l'un des paquebots de la compagnie Royal Caribbean. Et même si au début les choses se passent plutôt bien, au milieu du séjour, James va se blesser très violemment au pied. Et malgré de nombreuses demandes d'assistance envers les employés de la croisière, James affirme que personne n'a pris sa douleur au sérieux et que lorsqu'il a rendu visite au médecin du paquebot, ce dernier ne lui a offert que des soins superficiels qui n'ont en aucun cas diminué sa douleur. Une fois de retour sur la terre ferme, James s'est empressé de se rendre à l'hôpital où il a été malheureusement conclu que sa blessure était devenue tellement importante qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il resterait partiellement paralysé au niveau des orteils. James a très mal accepté la nouvelle et s'est empressé de porter plainte contre la compagnie Royal Caribbean. Mais la résolution d'une plainte telle que celle-ci prend parfois des années, voire même des décennies avant d'être résolue. Et dans le cas de James Mack, c'est malheureusement ce qui va se passer. Les mois et les années passent sans qu'il ne reçoive la moindre réponse de la justice. Mais malgré son handicap, James ne compte pas baisser les bras et ne compte surtout pas cesser de s'amuser et de profiter de la vie. James et Sheila planifient alors un nouveau voyage en Europe et c'est ainsi qu'au mois d'août de l'année 2006, Heather et ses parents s'envolent pour la Grèce, à Athènes plus spécifiquement, où ils comptent passer plusieurs jours de vacances en famille. Mais avant même la fin de leur première semaine de vacances, James Mack, qui était à ce moment-là âgé de 77 ans, commence à se sentir malade et en l'espace de quelques jours seulement, il va tragiquement perdre la vie d'une embolie pulmonaire. Ce tragique événement va bien évidemment marquer la famille au complet, mais tout particulièrement Heather qui va avoir énormément de mal à se remettre de la perte de son père. Comme je vous l'ai dit précédemment, Heather et James avaient une relation extrêmement fusionnelle et aux yeux d'Heather, son père était un véritable héros. Lorsque James a perdu la vie, Heather n'était âgée que de 10 ans et cet événement va avoir de terribles répercussions sur elle. Avant sa mort, James s'était assuré que sa fille ne manque jamais de rien et avait pour cela mis de côté des sommes d'argent astronomiques, je parle là de millions de dollars, que cette dernière toucherait lors de son 21e anniversaire. Mais malgré l'aisance financière, Heather souffre terriblement de la perte de son père et va faire ressentir cela au travers de sa relation avec sa mère Sheila. Comme je l'ai dit précédemment, Heather et Sheila ont toujours eu une relation très compliquée, pratiquement depuis l'instant même où Heather est venue au monde. Mais la perte de son père va créer une rancune toute particulière de Heather envers sa mère, qui la tient en partie responsable de ce qui est arrivé, mais surtout lui en veut de se retrouver du jour au lendemain avec elle pour seuls parents. Dans les mois qui ont suivi la mort de James, Heather et sa mère vont se rapprocher de par leur peine et vont commencer à entretenir une meilleure relation et à se soutenir l'une l'autre dans la tragédie qu'elles venaient de vivre. Rapidement cependant, l'attitude d'Heather va radicalement changer et du jour au lendemain, elle commence à se renfermer de plus en plus sur elle-même et à plonger dans une terrible dépression. Au fil des mois, ce sont de très nombreuses altercations entre mère et fille qui vont avoir lieu, pratiquement sur une base journalière. Pour vous donner une petite idée, entre les années 2006 et 2013, la police va être appelée à pas moins de 85 fois au domicile des Mack, et ce suite à de très violentes disputes, voire même agressions entre Sheila et sa fille.
Les policiers vont devoir à plusieurs reprises se rendre sur place pour essayer de calmer les tensions, mais à chaque nouvel appel, on dirait que les choses ne faisaient qu'empirer. Pour vous donner quelques exemples, durant l'année 2010, Sheila s'était cassé la cheville et avait donc sa cheville dans un plâtre. Et lors d'une dispute avec Heather, sa fille va se mettre à donner de violents coups de pied sur le plâtre de sa mère, sur sa cheville cassée donc, et ce tout simplement après que sa mère n'ait levé le ton contre elle. Lorsque la police arrive sur place, Heather est incontrôlable. Une évaluation psychiatrique de l'adolescente va être très fortement recommandée de la part des policiers, plutôt inquiets de la santé mentale de la jeune fille, mais aussi inquiets pour la vie de sa mère. À une autre occasion, Sheila va se voir contrainte de contacter la police après que sa fille ne lui ait volé 1 000 $ et ait pris la fuite. Une autre fois encore, Heather va tellement violenter sa mère que cette dernière va se retrouver avec un bras cassé. Elle va aussi parfois la mordre, lui tirer les cheveux ou lui donner de nombreux coups, laissant plein de bleus sur son corps. Et à chaque fois, Sheila, qui est totalement dépassée par la situation et qui commence avec le temps à avoir peur de sa propre fille, n'a d'autre choix que de contacter la police pour les informer de la situation, au cas où quelque chose de bien plus grave ne lui arriverait. Ce sont donc des dizaines et dizaines de rapports de police qui vont être écrits contenant tous les détails des abus d'Heather envers sa mère. Et sachez qu'Heather s'en prend à Sheila aussi bien physiquement que mentalement, car elle s'amuse à lui répéter à de nombreuses reprises qu'elle ne la considère pas comme sa mère et que si elle n'a plus de père aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. Et pire encore, à l'intérieur de 3 rapports différents, Sheila mentionne aux policiers être absolument terrifiée par le fait que sa fille ne finisse un jour par la tuer. La violence des mots mais aussi des gestes d'Heather envers sa mère ne laisse pas le moindre doute. Pour Sheila, sa fille est à 100% capable de la tuer lors d'une de ses crises et de n'avoir absolument aucun regret pour cela. On a donc d'un côté Sheila qui est totalement démenée par la situation car elle a passé sa vie entière à essayer de n'offrir que le meilleur à sa fille qui la remercie de cette façon. Et de l'autre côté, on a Heather qui est totalement déprimée et qui commence à se tourner petit à petit vers la violence, les drogues et l'alcool. Durant son adolescence, Heather passe ses nuits entières dans des soirées avec ses amis à consommer toutes sortes de substances. Elle se met aussi à fuguer sans arrêt de chez elle, laissant Sheila totalement paniquée de n'avoir aucune nouvelle de sa fille. Elle arrête de prendre ses études au sérieux et commence même à sécher les cours. C'est justement lors d'une soirée avec ses amis qu'Heather, qui est âgée à ce moment-là de 18 ans, fait la rencontre d'un jeune homme du nom de Tommy Schaefer. Tommy a été invité pour performer à la soirée où la jeune femme se trouvait et l'attraction entre lui et Heather est pratiquement immédiate. Tommy est originaire de Chicago lui aussi et est à ce moment-là âgé de 21 ans. Lors de sa rencontre avec Heather, il se trouve être sans emploi, mais il est cependant un grand passionné de musique et a pour ambition de se faire découvrir par une maison de disques et de devenir un jour rappeur. Tommy est grand, plutôt charmant et est un incroyable athlète. Il n'est donc pas étonnant pour les amis d'Heather que ce dernier lui ait directement tapé dans l'œil. Contrairement à Heather, cependant, Tommy n'est pas du tout né avec une cuillère en argent dans la bouche, bien loin de là. Il a été élevé par sa mère, une femme célibataire forcée de travailler dur pour être capable de joindre les deux bouts et de pouvoir nourrir son fils. Son père n'a jamais fait partie de sa vie, et très jeune déjà, Tommy a appris l'importance de faire attention à son argent et de ne le dépenser que pour le strict nécessaire. À la fin de son adolescence, les choses commencent à devenir un peu plus compliquées pour Tommy, qui décide de quitter le domicile familial et de prendre son indépendance. Il tente alors aussi bien que possible de percer dans la musique et de se faire connaître, mais va malheureusement essuyer de très nombreux échecs. Tommy ne se laisse pas abattre et continue de pousser sa chance, quitte à se retrouver sans argent et à devoir dormir dans la rue durant plusieurs semaines ou encore parfois sur le canapé de certains de ses amis. Il est une personne très indépendante et ambitieuse, prête à mettre de côté ses conditions de vie pour pouvoir réaliser ses rêves. Mais il n'a pas que des bons côtés, car certains de ses amis, et ex-petites amies d'ailleurs, vont affirmer que Tommy est un excellent manipulateur prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite. Ce que Heather ne va pas forcément remarquer tout de suite, car ce qui va immédiatement lui taper dans l'œil se trouve être la passion du jeune homme pour la musique, qui lui rappelle énormément son père. Depuis la disparition de James, Heather s'était intéressée de plus près encore au travail de ce dernier et s'était à son tour découvert un intérêt pour la musique. Et de son côté, Tommy voit lui aussi un très grand intérêt en Heather.
Hormis l'attraction physique, elle est après tout la fille de l'un des plus importants producteurs de musique de jazz de son époque et a en plus de cela en sa possession une énorme fortune. Quoi de plus beau que pour un jeune homme qui rêve de percer dans la musique que d'être vu au bras de la fille de James Mack. Heather et Tommy entament alors une relation amoureuse et forment très rapidement un couple, mais cette relation n'est clairement pas au goût de tous. Sheila a immédiatement fait comprendre à sa fille qu'elle n'approuvait aucunement le fait que cette dernière passe son temps à boire et à sortir en soirée avec ce garçon sans emploi qui semble l'attirer vers le bas plus qu'autre chose. Et sans parler des amis de Tommy qui aux yeux de Sheila sont les pires fréquentations possibles. Autant dire que la relation entre Sheila et Heather, qui n'allait déjà pas particulièrement bien, va s'empirer et que le fossé entre mère et fille ne va faire que s'agrandir. Ne sachant quoi faire, Sheila va forcer sa fille à voir un thérapeute en espérant que ceci puisse la remettre sur le droit chemin, mais cet effort va être vain. Sheila tente alors une deuxième solution et décide de tout simplement déménager. Elle se dit qu'en changeant de quartier, sa fille rencontrerait de nouvelles personnes et finirait peut-être par tirer un trait sur Tommy et sa bande. Les Mack ne vont cependant pas s'en aller bien loin, car elles vont simplement laisser derrière elles leur quartier de Oak Park pour aller s'installer à Gold Coast, situé à environ 20 km de distance, soit un petit 45 minutes de route. Et à nouveau, cette tentative va être un échec pour Sheila. Voyant que sa relation avec sa fille ne fait que se détériorer de jour en jour, elle tente une troisième solution. Par le passé, toutes les petites tensions et problèmes de la famille Mack semblaient disparaître totalement dès l'instant où ils faisaient leur bagage pour s'envoler vers de nouvelles destinations. Sheila se dit alors qu'elle tient peut-être la solution parfaite et que de partir loin du stress, juste elle et sa fille leur permettrait peut-être d'oublier les tracas du quotidien et de finalement reconnecter. Elle planifie donc un voyage de rêve dans un hôtel de luxe, juste entre mère et fille à Bali, durant l'année 2014. Et quand je vous parle d'un voyage de luxe, je ne mens pas. Sachez que la chambre d'hôtel dans laquelle les deux jeunes femmes ont séjourné coûtait pas moins de 1000 $ par nuit. C'est clairement le voyage dont on rêve tous. Et à la grande surprise de Sheila, qui s'attendait à une réaction plutôt mitigée de la part de sa fille, cette dernière est extrêmement excitée à l'idée de voyager aux côtés de sa mère. Le 4 août 2014, les deux femmes montent donc à bord de leur avion, prêtes à relaxer pendant 2 semaines au bord de la plage. Mais personne à aucun moment n'aurait imaginé l'horreur des événements qui vont ensuite avoir lieu. Environ 1 semaine après leur arrivée à Bali, en fin de matinée, un chauffeur de taxi se rend à l'hôtel où Sheila et sa fille séjournent pour déposer une passagère. Et alors qu'il s'apprêtait à reprendre la route, un couple lui fait signe de s'arrêter. Le chauffeur s'arrête et se gare, mais il n'a même pas le temps de sortir de son véhicule que le couple ouvre le coffre de la voiture et y dépose leurs bagages. Après avoir déposé une valise à l'intérieur du coffre, le couple s'avance de la fenêtre du conducteur et affirme avoir besoin d'être transportés jusqu'à l'aéroport, mais qu'ils doivent cependant avant retourner à l'intérieur de l'hôtel pour finir leur check-out. Ils demandent alors au chauffeur de bien vouloir les attendre durant quelques minutes, ce que le conducteur accepte volontiers. Mais les minutes passent et le couple ne revient jamais. 30 minutes plus tard, le chauffeur va tout simplement décider de laisser tomber cette course, de sortir la valise de son coffre et d'aller chercher un autre passager. Il sort alors de son véhicule et ouvre le coffre avec l'intention d'en sortir la valise, mais une fois les yeux rivés sur la valise en question, il reste totalement figé de peur. Autour de la valise est enroulé un drap blanc appartenant très probablement à l'hôtel et du scotch se trouve tout autour comme pour empêcher la valise de s'ouvrir. Mais le pire, c'est qu'une énorme tache de sang s'est formée sur le drap et semble s'échapper directement de ce qui se trouve à l'intérieur de la valise. Le chauffeur ne perd alors pas de temps et contacte immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, une équipe de police arrive sur place, ils sortent immédiatement la valise du coffre du taxi, l'ouvrent et découvrent avec horreur qu'un corps sans vie se trouve à l'intérieur. Il s'agit là d'une femme dans la soixantaine et de très nombreuses et profondes plaies sont visibles sur son visage et sur son crâne. Les policiers sont totalement sous le choc. Je vous rappelle que tout ça se passe dans l'un des hôtels les plus luxueux de Bali, où des voyageurs viennent d'à travers le monde pour pouvoir se reposer et se détendre. Il ne leur est donc jamais arrivé de se retrouver face à une scène de crime d'une telle violence dans un endroit tel que celui-ci.
Rapidement, une équipe de police se rend à l'accueil de l'hôtel pour tenter de découvrir si l'inconnu dans la valise est l'une des clientes du lieu. Et lorsque la réceptionniste de l'hôtel entend parler de la macabre découverte, elle pense immédiatement à l'une de ses clientes en particulier, une femme de 66 ans du nom de Sheila Mack. Durant la nuit précédente, aux alentours de 3 heures du matin, alors que tous les clients de l'hôtel étaient déjà profondément endormis et que l'établissement était plongé dans le calme le plus total, Sheila Mack a déboulé à la réception totalement paniquée. La réceptionniste a alors tenté de la calmer et de comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est à ce moment-là que Sheila lui a expliqué que sa fille, Heather, avait totalement disparu. Elle affirme pourtant que sa fille et elle se sont toutes les deux mises au lit au même moment et que Heather n'a absolument aucun intérêt de quitter la chambre en plein milieu de la nuit. Sheila envisage alors tous les scénarios possibles et se dit que sa fille a peut-être été enlevée et qu'elle va même peut-être être utilisée lors de trafic humain. Bref, tous les scénarios possibles lui passent alors par la tête. Elle réalise alors que même si sa fille avait pour habitude de prendre la fuite et de fuguer de la maison à Chicago, là en l'occurrence, elle ne se trouvait pas dans son petit quartier luxueux de Chicago, mais bel et bien en Indonésie, un endroit bien plus dangereux que Heather ne connaissait absolument pas, et elle a en plus de cela le physique typique d'une touriste, ce qui fait d'elle une cible plutôt facile. L'employée de la réception n'a vraiment pas l'habitude de se retrouver face à ce genre de situation, mais elle tente aussi bien que possible de calmer Sheila et de la rassurer en lui affirmant qu'elle va immédiatement contacter la police pour que ces derniers fouillent entièrement l'hôtel à la recherche de Heather. Mais la jeune employée ne va pas avoir le temps de contacter les secours que soudainement Heather passe la porte de l'hôtel et à la grande surprise de sa mère, elle ne se trouve pas seule. Heather est en compagnie d'un jeune homme, et un jeune homme que sa mère connaît très bien, car il s'agit là de son petit ami Tommy Schaefer. Sheila ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que Tommy, qu'elle ne porte aucunement dans son cœur d'ailleurs, je tiens à le rappeler, qui vit à Chicago, peut bien se trouver à des milliers de kilomètres de là, dans leur hôtel, en plein cœur de Bali? Une dispute énorme éclate alors entre la mère et sa fille dans la réception de l'hôtel sous les yeux de la réceptionniste qui est totalement sous le choc de ce qui est en train de se passer. Immédiatement, Sheila se met à hurler à sa fille que cette dernière est totalement irresponsable et lui demande de bien vouloir arrêter de lui manquer de respect sans arrêt. Heather tente de calmer sa mère en insistant sur le fait qu'elle n'était apparemment aucunement au courant que son petit ami se trouvait là, car d'après elle, ce dernier avait tout planifié dans son dos pour lui faire une surprise et venait tout juste d'arriver à l'hôtel où il avait réservé une chambre à son nom. Et cette excuse, Sheila ne va pas y croire, même pas 2 secondes, et ce pour 2 raisons toutes simples. Premièrement, Tommy n'a pas d'emploi et n'a pas d'argent. Il n'a pas les moyens de se payer un appartement ou un loyer, donc à quel moment aurait-il été capable de se payer un aller-retour pour Bali, qui est déjà une destination particulièrement chère, mais en plus de cela, de se payer une chambre dans l'un des hôtels les plus luxueux de l'île? Et deuxièmement, Heather n'en était pas à son coup d'essai, car elle avait déjà à de nombreuses reprises volé la carte de crédit de sa mère pour se payer des choses à elle-même, ou même parfois à son petit ami. Elle comprend donc immédiatement que sa fille lui a menti et a depuis le début tout manigancé, et s'est en plus de cela servi de sa carte de crédit pour réserver un billet d'avion et un hôtel à son petit ami. Le ton commence à monter et après quelques minutes à se hurler au visage, Heather, Sheila et Tommy décident de quitter la réception, montent dans l'ascenseur de l'hôtel et retournent dans leurs chambres respectives pour terminer de s'expliquer dans un endroit un peu plus privé. La réceptionniste est un petit peu perturbée par la scène qui vient d'avoir lieu devant ses yeux, mais elle se rassure en se disant qu'au moins Heather est en sécurité. Elle se dit qu'il s'agit là d'une dispute familiale et qu'après une explication et une bonne nuit de sommeil, les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Elle ne pouvait cependant pas être plus loin de la vérité. Quelques heures plus tard, au lever du soleil, alors que les premiers clients commencent à se réveiller et à faire leur apparition dans le hall d'entrée de l'établissement, Heather se rend au bureau de la réceptionniste et lui demande si cette dernière peut lui fournir du scotch. La réceptionniste se demande un instant pour quelle raison est-ce que Heather aurait besoin de scotch. Mais dans un hôtel aussi prestigieux que celui où elle travaille, elle a appris à ne pas se montrer indiscrète et à ne pas poser trop de questions. Elle ne la questionne donc pas plus que cela et lui fournit le scotch demandé. Heather la remercie et remonte dans sa chambre. Environ 2 heures plus tard, la valise contenant le corps de Sheila est découverte à l'arrière du taxi. Et je vous rappelle qu'autour de la valise se trouvait du scotch.
Les policiers remercient la réceptionniste de son témoignage et se retrouvent alors avec presque plus de questions que de réponses. La victime est bel et bien identifiée comme étant Sheila Mack et ils savent maintenant qu'elle ne voyageait pas seule mais qu'elle était accompagnée de sa fille et apparemment depuis la veille du petit ami de cette dernière. Toutes les informations partagées par la réceptionniste sont vérifiées et effectivement les images de caméra surveillance montrent bel et bien Sheila se rendre dans le hall de l'établissement, suivi de sa dispute avec sa fille et Tommy et du bref passage d'Heather à la réception des heures plus tard. Mais la question que les policiers se posent à ce moment-là est où sont Heather et Tommy? Et sont-ils eux aussi en danger ou sont-ils les coupables dans cette affaire? La chambre de Sheila et sa fille est immédiatement fouillée et de nouveaux indices y sont découverts. Le sol est rempli de bris de verre provenant d'un vase décoratif présent dans la chambre et du sang est retrouvé un peu partout, aussi bien sur le sol que sur certains morceaux de verre ou même encore sur le matelas du lit de Sheila. Le drap du lit de Sheila est d'ailleurs manquant, ce qui va mettre la puce à l'oreille aux policiers, car je vous rappelle que lorsque la valise a été découverte, un drap taché de sang se trouvait autour de cette dernière. Les effets personnels de Sheila ainsi que ceux de Heather d'ailleurs se trouvaient toujours sur place, y compris d'ailleurs leurs pièces d'identité. C'est à l'intérieur d'un coffre-fort dans la chambre que vont être découverts les passeports des deux femmes, ce qui veut bien dire que même si Heather a disparu, il lui est impossible de quitter le pays. La priorité pour les policiers à ce niveau de l'enquête est de mettre la main sur Tommy et Heather aussi vite que possible. Les caméras de surveillance de l'hôtel sont minutieusement examinées les unes après les autres, et notamment celle donnant sur la porte de la chambre de Sheila et de sa fille. Et voici ce qui va être observé. Juste après leur dispute, alors qu'ils ont tous pris l'ascenseur pour remonter dans leur chambre, Tommy s'est arrêté au 3e étage où sa chambre se trouvait et semble être allé se coucher, tandis que Heather et Sheila étaient-elles montées jusqu'à leur chambre qui était située au 6e étage. Sur les images, on les voit très distinctivement ouvrir la porte et se rendre à l'intérieur de leur suite. Mais quelques minutes plus tard, on peut voir la porte de la chambre de Tommy s'entrouvrir et le jeune homme apparaître dans le couloir. Il emprunte alors l'ascenseur et monte au 6e étage. Il se dirige jusqu'à la porte de la chambre de sa petite amie et de sa mère et frappe. C'est alors Heather qui est aperçue sur les images de caméras de surveillance ouvrir la porte et inviter le jeune garçon à entrer dans sa chambre. Plusieurs minutes s'écoulent à nouveau et on peut ensuite voir Tommy et Heather faire de nombreux allers-retours entre la chambre de Tommy au 3e étage et celle d'Heather et de Sheila au 6e étage. Le couple fait finalement un dernier voyage et se rend jusqu'au 6e étage dans la chambre où se trouve toujours Sheila. Alors que Tommy l'attend sur place, sa petite amie descend à la réception et demande qu'on lui fournisse du scotch. Elle remonte alors dans la chambre et plus le moindre mouvement n'est observé jusqu'en fin de matinée. Sur les coups de 11h du matin, le couple sort finalement de la chambre tout en poussant une valise autour de laquelle un drap avait été enroulé et qui se trouvait maintenu par du scotch. Les policiers ont alors toutes les réponses à leurs questions et réalisent qu'ils ne cherchent pas là un jeune couple en danger, mais bel et bien de terribles assassins. Immédiatement, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée. Sachant pertinemment que les adolescents sont en pleine fuite et vont très probablement tout faire pour tenter de quitter le pays, les policiers lancent des alertes partout dans les médias en diffusant leurs photos et en demandant à quiconque qui les apercevrait de bien vouloir contacter les autorités aussi rapidement que possible. Et par chance, quelques heures seulement après la diffusion de leurs photos dans les médias, Tommy et Heather sont repérés dans un petit hôtel miteux sur le bord d'une route. Le gérant de l'hôtel venait tout juste de terminer leur enregistrement à la réception lorsqu'il a eu les informations et a réalisé qu'il avait face à lui 2 fugitifs. Il s'est alors empressé de contacter la police et c'est ainsi que la course-poursuite entre le couple et la police a pris fin. Lorsque les policiers arrivent sur place, le couple est tranquillement endormi dans l'une des chambres du motel, chambre qu'ils ont d'ailleurs eu le culot de payer avec la carte de crédit de Sheila. Les adolescents sont immédiatement arrêtés et emmenés par les policiers qui les placent alors dans 2 salles d'interrogatoire différentes pour pouvoir les questionner et en apprendre plus sur les événements ayant eu lieu la veille. Personne à ce moment-là n'a la moindre idée de ce qui a pu déclencher une vague de violence aussi extrême chez les 2 adolescents. D'après les policiers, il serait énorme que cette réaction ait eu lieu tout simplement due à la visite surprise de Tommy ou encore l'utilisation de la carte de crédit de Sheila derrière son dos. Ils sont persuadés qu'il y a bien plus à découvrir concernant cette affaire et ils ont bien hâte d'en savoir plus. Aussi bien Heather que Tommy sont unanimes.
Ils sont tous les deux des victimes et ont été kidnappés. D'après leur version des faits, Sheila, Tommy et Heather ont tous les trois été kidnappés dans leur chambre d'hôtel par un gang qui en voulait à leur argent. Tommy insiste d'ailleurs sur le fait que les membres du fameux gang leur auraient affirmé que si l'un d'entre eux tentait de prendre la fuite, ils allaient tous les trois être assassinés. Mais d'après la version des faits toujours, les trois victimes ont tout de même été capables de préparer un petit plan pour s'enfuir. Sauf qu'au moment venu, Sheila n'a pas été assez réactive et assez rapide, et seuls Tommy et Heather ont été capables de prendre la fuite. Résultat, les membres du gang se sont vengés sur Sheila et l'ont assassinée. Autant vous le dire franchement, les problèmes de gang se trouvent être quelque chose de très commun pour les policiers. Car si on s'éloigne un tout petit peu de l'hôtel où Sheila, Tommy et Heather se trouvaient, immédiatement la pauvreté des habitants du coin fait surface et il n'est donc pas rare pour la police de recevoir des appels concernant des enlèvements ou même des meurtres commis par tel ou tel gang. Mais là, en l'occurrence, après avoir observé minutieusement toutes les images de caméras surveillance de l'hôtel, leur explication ne faisait pas le moindre sens pour les policiers et il était plus que clair pour eux qu'ils avaient sous leurs yeux les responsables de ce crime atroce. Tommy va alors être questionné concernant sa présence à Bali et la manière dont il s'était rendu sur place. Il va alors avouer qu'effectivement, Heather a utilisé la carte de crédit de sa mère pour lui acheter ses billets d'avion et pour réserver son hôtel, et que tout ceci avait bel et bien été planifié d'avance. Pas le meurtre, mais sa visite surprise. Heather et Tommy avaient une grande nouvelle qu'ils avaient hâte de partager avec Sheila et ils se sont dit qu'il serait peut-être bon pour eux de profiter de ces vacances pour le faire en espérant que l'air de Bali et des vacances apaiserait Sheila et que la pilule passerait mieux. Heather était enceinte et aussi bien elle que son petit ami étaient particulièrement excités à cette idée et avaient hâte de l'afficher au grand jour. Toujours d'après la version des faits de Tommy, la réaction de Sheila lorsqu'elle a aperçu le couple dans le hall de l'hôtel n'a fait qu'envenimer la situation et cette surprise qui devait alors être agréable s'est transformée en véritable cauchemar. Lorsqu'ils ont tous les trois emprunté l'ascenseur pour remonter dans leur chambre, Tommy s'est dit qu'il était peut-être mieux pour lui d'aller se coucher et de laisser sa petite amie et sa mère gérer la situation de leur côté. Il s'est dit qu'une fois la nuit passée, il sera peut-être plus facile de discuter avec Sheila une fois qu'elle se serait bien reposée et de peut-être à ce moment-là lui annoncer la grande nouvelle. Mais alors qu'il était de retour dans sa chambre depuis plusieurs minutes déjà, Tommy ne pouvait s'empêcher de penser à sa petite amie qui était au 6e étage avec sa mère, potentiellement au milieu d'une terrible dispute. Il a donc décidé de monter jusqu'à leur chambre, simplement pour s'assurer que tout allait bien et que les tensions étaient redescendues. Mais Tommy explique que lorsqu'il est arrivé dans le couloir, il a immédiatement entendu les cris de sa petite amie s'échapper de la chambre et a alors réalisé que la dispute était bien loin d'être terminée. Tommy les a alors rejoints pour tenter de s'expliquer avec Sheila, mais sa présence n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Et finalement, sous la colère, il a fini par craquer et lui avouer la raison de sa présence, ainsi que la grande nouvelle que sa petite amie et lui comptaient lui annoncer. Sheila serait alors devenue hors d'elle, et toujours d'après Tommy, elle se serait jetée sur lui et se serait mise à l'étrangler extrêmement violemment. Tommy est alors tombé sur le sol, et Sheila, qui se trouvait alors agenouillée au-dessus de lui, serrait son cou de plus en plus fort. Le jeune homme a réalisé qu'il était sur le point de perdre conscience, et a alors tenté d'attraper l'objet le plus proche de lui pour se défendre. L'objet en question se trouvait être un vase décoratif avec lequel il va alors assaillir de coups sa belle-mère. Lorsqu'il s'est finalement arrêté, le visage de la mère de famille était méconnaissable, rempli de fractures et Sheila ne respirait plus. Réalisant ce qu'il venait de se passer, le couple a voulu couvrir leurs traces et ils se sont empressés de placer le corps sans vie de Sheila à l'intérieur de l'une de leurs valises. Mais voyant que cette dernière ne fermait pas, Heather est descendue à la réception de l'hôtel pour demander du scotch, avec lequel Tommy et elle ont attaché un drap sur la valise à moitié ouverte. Ils ont ensuite traversé l'hôtel aussi rapidement que possible, tout en traînant derrière eux la valise qu'ils ont déposée dans le coffre du premier taxi qu'ils ont trouvé, avant de ne prendre la fuite. Ceci est la version des faits partagée par Tommy, qui clame donc qu'il ne s'agissait là que d'autodéfense. Et effectivement, beaucoup des détails racontés dans cette histoire vont pouvoir être prouvés grâce à des indices retrouvés sur la scène de crime.
Cependant, il est totalement impossible de prouver qu'il s'agissait bel et bien là d'autodéfense, car tout ce qui a eu lieu à l'intérieur de la chambre d'hôtel reste un véritable mystère, et seuls Heather et Tommy connaissent la vérité. Après avoir contacté les proches de Sheila aux États-Unis pour les informer de la terrible nouvelle, les policiers découvrent que les problèmes entre Heather et sa mère ne datent clairement pas de la veille. Ils en apprennent plus sur les excès de violence de Heather et surtout sur le fait que Sheila a tout fait pour s'interposer entre Heather et son petit ami. Et même si à ce moment-là les policiers ont toujours un doute sur le fait qu'il s'agissait bel et bien là d'autodéfense, ils vont très rapidement découvrir de nouveaux indices qui vont aller dans le sens inverse total de cette théorie. Le FBI va commencer lui aussi à s'intéresser à l'affaire et va se mettre à enquêter depuis Chicago, tandis que le jeune couple est toujours détenu à Bali. Les ordinateurs et téléphones portables de Heather et de Tommy sont alors entièrement fouillés et des messages plus que perturbants vont y être découverts. L'un des sujets de prédilection du couple se trouvait être Sheila, ou plutôt la manière dont ils allaient se débarrasser de Sheila pour pouvoir enfin vivre leur vie ensemble. Heather a notamment mentionné à de nombreuses reprises la somme d'argent astronomique dont elle allait hériter lors de ses 21 ans suite au décès de son père, et a d'ailleurs rajouté que si sa mère venait à disparaître elle aussi, ce ne serait pas moins de 2 millions de dollars qui seraient rajoutés à cette somme déjà énorme. Et autant dire que cette idée les excitait beaucoup et leur a donné la motivation nécessaire pour planifier le crime parfait. Ce sont alors des dizaines de messages qui sont découverts, dans lesquels le couple réfléchit à la meilleure façon possible de tuer Sheila, tout en faisant passer sa mort pour un accident ou encore un suicide. Ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur la manière dont ils allaient procéder pour enlever la vie à Sheila, mais vont durant un long moment penser cependant à emmener Sheila au large à bord d'un bateau et la noyer sur place, dans l'espoir que son corps ne soit jamais découvert. Finalement, la tournure des événements en a décidé autrement, et c'est dans leur chambre d'hôtel que Heather et Tommy vont passer à l'action. Lorsque les caméras de surveillance ont capturé Tommy en train de faire des allers-retours entre sa chambre et celle de Sheila et Heather, eh bien sachez que sa petite amie et lui étaient en train de chercher un objet assez lourd pour pouvoir leur servir comme arme du crime. Et c'est alors que Tommy s'est souvenu avoir aperçu un vase à l'intérieur de sa chambre qui serait absolument parfait pour cela. Il est donc redescendu au 3e étage, l'a récupéré et remonté au 6e, et Heather et lui ont procédé au meurtre. Même si la présence de Tommy à Bali était en réalité dans le but d'assister sa petite amie dans le meurtre de Sheila, sachez que Heather était bel et bien enceinte et prévoyait justement d'utiliser l'argent de l'héritage de ses parents pour démarrer sa vie de famille avec son futur enfant et son petit ami loin de ses problèmes familiaux. Il n'y a aucun doute pour les policiers, ils ont maintenant toutes les preuves dont ils avaient besoin pour pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien là d'un meurtre avec préméditation. Et c'est en janvier 2015 que les procès de Heather Mack et Tommy Shaffer débutent à Bali où ils sont toujours détenus. Heather est à ce moment-là enceinte de 7 mois et apparaît fragile et en pleurs, tout comme son petit ami d'ailleurs. Et malgré les preuves accablantes allant à l'inverse total de leur version des faits, ils continuent tous les deux d'affirmer que rien n'était prémédité et que tout ceci n'était qu'un acte d'autodéfense. Ce que le jury va avoir beaucoup de mal à croire. Cependant, durant le procès, une autre version des faits complètement différente va être envisagée. D'après l'avocat de Heather, Sheila était bel et bien au courant de la grossesse de sa fille et avait volontairement emmené cette dernière à Bali dans le but de la forcer à arrêter cette grossesse. Heather était apparemment déjà tombée enceinte à 2 reprises avant cette plus récente grossesse et à chaque fois, Sheila l'aurait emmenée de force dans une clinique dans le but d'arrêter sa grossesse. Dans cette nouvelle version des faits donc, le voyage entre mère et fille n'était en réalité qu'une excuse pour Sheila pour isoler sa fille et prendre le contrôle sur son corps. Mais même si cette théorie va être fortement envisagée, ceci ne va jamais être prouvé. Le procès va durer plusieurs mois mais va être interrompu au mois de mars lorsque Heather commence à avoir des contractions. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital et donne naissance à une petite fille qu'elle va nommer Stella. Mais Heather n'aura aucunement le temps de reprendre des forces car quelques jours seulement après son accouchement, elle est de nouveau au tribunal pour faire face à sa sentence. Tommy est alors reconnu coupable de meurtre avec préméditation et Heather coupable elle aussi de l'avoir assisté dans le meurtre.
Et pour cela, Heather reçoit une petite peine de 10 ans de prison, tandis que Tommy de son côté est condamné à 18 ans derrière les barreaux. Deux peines plutôt légères compte tenu des actes absolument terribles que le couple a commis. Le juge explique sa décision en affirmant qu'il est injuste de laisser leur petite fille qui vient à peine de voir le jour grandir sans ses parents et qu'il espère donc que ces quelques années loin de leur fille va leur faire réaliser qu'ils passent à côté de beaucoup de choses et les faire suivre un meilleur chemin à leur sortie de prison. Ils ont d'ailleurs eu énormément de chance, car en règle générale, à Bali, un crime de ce genre n'aurait jamais reçu une peine aussi minime. Ils sont plutôt stricts là-bas et n'hésitent aucunement à condamner à mort par peloton d'exécution toute personne capable de commettre un crime de la sorte. Des images de Heather s'amusant et dansant dans la prison sont diffusées à la télévision et vont terriblement choquer les proches de Sheila, qui vont affirmer trouver cela enrageant de la voir vivre sa plus belle vie et s'amuser, alors qu'elle a détruit sa famille ainsi que la vie de sa jeune fille qui va devoir passer les premières années de sa vie sans parents. Et sachez que juste après le procès du couple, en septembre 2015, le cousin de Tommy, un garçon du nom de Robert Bibbs, va être reconnu coupable lui aussi d'avoir participé dans cette affaire et d'avoir conseillé Tommy et Heather dans la façon dont ils devraient agir pour se débarrasser de Sheila, leur donnant ainsi plusieurs idées pour commettre le crime parfait. Et lorsqu'il est arrêté, il affirme que Heather lui avait promis à lui ainsi qu'à Tommy $1 demi-million si ces derniers acceptaient de l'aider à tuer sa mère. Et pour sa participation dans cet acte tordu, Robert va être jugé en juin 2017 à Chicago et va recevoir pour cela 9 ans de prison ferme. Ce qui est totalement fou quand on y pense parce que Robert, tout ce qu'il a fait en l'occurrence, c'est donner des idées au couple. Mais il n'a aucunement participé et n'était même pas sur place lors du meurtre. Et il a pourtant reçu pratiquement la même sentence que Heather, qui a elle participé au meurtre et a elle-même placé le corps de sa mère à l'intérieur de la valise. Mais sachez néanmoins que le couple a été jugé sur leur lieu de vacances et vont donc servir leur peine sur place. Mais lorsqu'ils vont retourner dans leur pays d'origine et donc remettre les pieds aux États-Unis, ils vont de nouveau être arrêtés et être jugés dans leur pays natal, où ils vont recevoir une seconde peine de prison pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Ce qui s'est justement passé pour Heather durant l'année 2021. En octobre de cette année-là, Heather a vu sa peine de prison s'écourter et a été libérée. Suite à sa libération, il a immédiatement été ordonné que Heather ainsi que sa fille quittent le territoire et retournent aux États-Unis. Ce que Heather va avoir énormément de mal à accepter. Premièrement, car elle sait pertinemment ce qui l'attend lorsqu'elle va remettre les pieds sur le territoire américain. Et deuxièmement, car dans la prison où elle se trouvait, on va pas se mentir, elle vivait plutôt la belle vie et s'est fait sur place de très nombreuses amies qu'elle n'a pas la moindre envie de quitter. Le choix ne s'est cependant pas offert à elle, et comme elle s'y attendait effectivement, à peine a-t-elle remis les pieds à Chicago qu'elle a de nouveau été arrêtée pour faire face à son procès aux États-Unis. Et c'est il y a seulement 3 mois, soit en juin 2023, que son procès s'est finalement ouvert. Heather a immédiatement plaidé coupable et même si pour le moment sa sentence n'est pas encore tombée, elle devrait recevoir entre 10 et 28 années de prison supplémentaires. Tommy, de son côté, est toujours enfermé à Bali, où il ne devrait pas sortir avant l'année 2033, avant de ne rejoindre à son tour sa petite amie et leur fille à Chicago, pour être de nouveau jugé sur le sol américain. Et voilà qui conclut notre affaire du jour, et mon Dieu, quelle histoire! J'ai hâte de connaître vos retours sur cette affaire en commentaire et de savoir si vous la connaissiez déjà ou non, car personnellement, c'est une histoire que je ne connaissais aucunement et que j'ai découvert assez récemment. Merci en tout cas d'avoir été présent comme d'habitude et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne car ça m'aide énormément et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Ipsos AIC d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour commencer à votre tour à répondre à des sondages et à accumuler vos points. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!